Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers tous, bonsoir. J'ai plaisir à vous retrouver. Et, comme vous le savez, j'ai eu des petits soucis de santé qui m'ont hospitalisé pendant un certain temps. Et donc, j'ai repris cette dernière conférence du cycle. Entre-temps, mes collègues m'ont bien aidé, m'ont remplacé en fait, ont très bien fait ça. Kim Wilkinson, qui d'ailleurs qui est là aujourd'hui, Luc Sadulé, Thibaut Séguré, qui ont, en mon absence, ont très bien géré ces conférences. Et je les remercie ici d'avoir fait ça pour moi, et pour vous aussi. Je reprends la route ce soir pour la dernière conférence du cycle. Mais je peux déjà vous dire que ces conférences vont continuer et je reprendrai ça en septembre. Je suis en train de préparer le programme pour l'année prochaine. Et ce soir, je ne suis pas tout seul. J'ai mon collègue Boris Vallée, qui est professeur de finance à l'INSEAD et qui a donné l'amitié et la gentillesse de venir m'aider pour le débat. Et c'est lui qui va animer le débat après la conférence de Jean Jouzel. Merci Boris. Alors cette année, on avait surtout travaillé sur les questions d'environnement avec une excursion sur l'intelligence artificielle, mais les conférences précédentes avaient essayé de voir ce qui était en train de se passer, ce qui risquait de se passer. Et ce soir, on va compléter ce panorama avec la présence de Jean Jouzel, qui va reprendre un certain nombre de choses qui ont été peut-être mentionnées, mais il va vous donner une vision beaucoup plus globale, en même temps historique, puisqu'il a été l'un des pionniers. Il a été aussi un lanceur d'alerte. Enfin, je vais vous en parler dans quelques instants. Jean Jouzel, c'est quelqu'un qui est mondialement connu, qui a obtenu le prix Nobel de l'environnement il y a quelques années, et qui a été à l'origine du GIEC. Je ne sais pas si vous savez, le GIEC, vous savez, c'est ce comité international composé de 800 chercheurs et experts, et qui a travaillé sur le climat et qui produit ces rapports qui ont été finalement la boussole un petit peu des changements qui étaient nécessaires. Et c'est Jean Jouzel qui a été à l'origine de cette organisation, et donc qui a joué un rôle très important, non seulement en tant que savant, parce qu'il a été aussi il a fait cette étude de chimie, et ensuite il est allé au CEA, au Centre d'énergie atomique. Ensuite, il a beaucoup travaillé avec le GIEC. Il a écrit un certain nombre, 8 livres. Vous en verrez d'ailleurs un ou deux en vente tout à l'heure à la sortie. Il a travaillé sur l'Antarctique, sur le Groenland, justement, au début, puisqu'il a commencé un petit peu son travail de paléoclimatologue. Je pense que vous écoutez les paléoclimatologues, c'est le grand maître, le champion des paléoclimatologues, c'est-à-dire qu'ils essaient de regarder, en faisant des carottes dans la couche glaciaire, toute l'histoire de l'humanité. Et même, ils vont très loin en recherchant dans l'Antarctique et au Groenland, justement. Et Jean Jouzel a été celui qui a développé cette activité et qui a joué un rôle très important pour sensibiliser à l'utilisation de l'histoire de l'humanité à travers les couches glaciaires. Il collectionne toutes sortes de titres, de médailles d'or du CNRS. Vous savez, c'est la plus haute distinction du CNRS. Il a obtenu la médaille d'or. Il a obtenu ce prix Nobel des sciences de la Terre qui s'appelle le prix Vetlesen. Il est membre de l'Académie des sciences en France, en Italie, aux États-Unis, en Australie. Il est membre du Conseil économique et social.
Il est président de l'Institut Polaire. Il est aussi un peu un entrepreneur. Il a créé une entreprise qui s'appelle Net Zero. Et il est quelqu'un dont l'expérience et l'expertise est maintenant reconnue bien au-delà de la France. Et donc moi, je suis très reconnaissant d'avoir bien voulu passer une soirée avec nous et de partager cette sagesse que vous avez accumulée pendant des années. Je vais vous laisser la parole avec Jean Jouzel. Je sais que... Bonsoir, oui. Merci beaucoup, Henri-Claude. Merci de cette présentation. C'est un grand plaisir d'être ici. Hein, donc, voilà. Et, bon, vous avez parlé de... Effectivement, j'ai fait un parcours classique, hein, disons, classe préparatoire à une école d'ingénieurs. Et à la sortie de l'école, c'était chimie de Lyon, j'avais regardé la possibilité d'aller à l'INSAD, de venir ici. J'avais vraiment regardé, voilà, mais je l'ai pas fait, donc j'ai plutôt fait une thèse. Alors, j'arrive à Saclay, donc on est en 68, hein, donc voilà, voilà, dans un laboratoire, enfin, au commissariat d'énergie atomique à Saclay, et donc, bien sûr, il faut trouver une bourse de thèse. J'ai une bourse de thèse à Saclay. En fait, j'ai arrêté mon éméritat il y a 3 semaines maintenant, donc voilà, j'ai arrêté donc j'ai fait 57 ans et quelques mois dans la même organisation. Voilà, donc au CEA à Saclay. Donc, et voilà ce qu'on me propose quand j'arrive, c'est, voilà, vous allez travailler sur la formation de la grêle. Donc, ok, donc moi j'ai accepté, hein, donc j'ai dit oui, je veux bien. Voilà. Et en fait, la grêle, c'est de l'eau. Ça, on est d'accord, c'est de la glace même. Mais, vous voyez, donc, en fait, je le raconte rapidement parce que c'est quand même, toute ma carrière, c'est organisé. Donc, alors, je suis pas très bon là. Hein. Bon, toute ma carrière, c'est organisé autour de l'eau, de la glace en fait, hein, et de la neige. Parce que tout simplement, on est habitué, l'eau c'est H2O pour tout le monde. Mais, en fait, il y a de l'hydrogène, il y a de l'hydrogène lourd, il y a de l'oxygène, il y a aussi de l'oxygène lourd, si bien qu'il y a, voilà, il y a ce qu'on appelle des isotopes, de façon tout à fait naturelle. Hein, donc, voilà. Et si vous prenez, par exemple, je dirais la concentration en oxygène 18, voilà, en oxygène lourd, si vous la mesurez aujourd'hui dans cette pièce, dans la pression CFR, si vous revenez demain, vous n'aurez pas la même composition isotopique. Parce que ça dépend de l'origine de la masse d'air, de tout ce qui s'est passé dans la masse d'air qui arrive ici. Et en fait, en gros, pour faire simple, vous ne retiendrez qu'une chose, c'est que plus il fait froid, quand vous formez des précipitations, moins il y a des isotopes lourds. Donc moi, j'ai passé toute ma vie à modéliser tout cela, mais il vous suffit de savoir cela. Et donc, voilà, c'était des gros grêlons, hein, donc, donc j'arrive Ces grêlons ont été formés en Alberta, donc au Canada, et 6 à 8 cm de diamètre, avec des couches claires, des couches sèches, des couches humides. Et en fait, pour qu'un gros grêlon se forme comme ça, il faut qu'il reste très longtemps dans sa masse d'air. Hein. Le grêlon se forme de façon ascendante, on voit bien. Donc là, on construit les trajectoires. Vous voyez, ça va de 7 à 11 km. Et donc le grêlon part, disons, à 7 km. Et puis, voilà, pour être très gros, eh bien, il faut qu'il soit repris par des ascendances successives. Le cas de ce grêlon, eh bien, c'est 3 ascendances successives. C'est-à-dire qu'il y a vraiment voilà, donc, c'est ce qui m'a intéressé, parce qu'à l'époque, on pensait vraiment qu'on serait capable de, disons, la prévention de la grêle était très à la mode, et j'ai fait mais en fait, ça marche pas. Hein. Donc, s'il y a des gens ici, donc, vous pouvez envoyer de l'iodure d'argent, mais ça marche pas bien. Et il y a toujours de la grêle, comme vous pouvez voir, de temps en temps. Et voilà. Donc, pendant ce temps-là, donc j'étais à Saclay, là, donc mesurer ces isotopes. Donc, Claude Lorius, qui est une quinzaine, enfin il est décédé il y a 3 ans maintenant, Claude, donc il avait une quinzaine d'années plus que moi. Disons que c'est vraiment un grand monsieur. Donc lui, voilà, il faisait la même chose. Il était un des premiers. Donc il y a eu des travaux au Groenland, un des premiers à regarder
l'utilisation de ces isotopes de l'eau pour reconstruire les climats du passé. La première chose qu'on fait, vous voyez, donc les quantités, ce que je vous ai raconté pour la grêle, eh bien, on retrouve ça sur les neiges de surface. Si vous allez des côtes de l'Antarctique, depuis Dumont d'Urville jusqu'au centre de l'Antarctique, il fait de plus en plus froid. Vous prenez des neiges à la surface, quelques années à chaque fois, et bien vous voyez que plus vous enfoncez dans l'Antarctique, plus il fait froid, moins il y a d'isotopes lourds. Donc voilà, il suffit de retenir que le contenu isotopique d'une précipitation, ça donne accès à la température. Et donc l'idée, c'est évidemment l'intérêt, c'est maintenant d'aller dans un site donné, dans un endroit, et de creuser. Parce que là, eh bien, vous remontez dans le temps. C'est ça la paléoclimatologie. Alors évidemment, il faut établir les relations qu'on va utiliser, mais voilà, vous allez. Et les deux stations dont je vais vous parler, non, je crois que j'en montre qu'une ici. Voilà, la station de Vostok, c'était l'époque de la guerre froide, mais on avait réussi, grâce à Claude Dorius, à avoir des échantillons de Vostok. Et aussi, là, il y a des grands projets actuellement à Dome Concordia. Voilà, donc on est en 87, donc voilà. Et voilà, la courbe. Donc là, on est sur 200 000 ans, à peu près. Donc, vous voyez, vous avez appris à l'école qu'il y a des grands cycles glaciaires interglaciaires. Là, vous les voyez. Donc là, au milieu, c'est ce qu'on mesure à analyse à Saclay. Donc, on a cette carotte de glace. Là, dans ces cas-là, c'était 2 km de profondeur, un peu plus de 2 km. Et vous voyez donc voilà, à gauche, les 10 000 dernières années, c'est la période, disons, actuelle, le climat. Et il y a 20 000 ans, c'était le dernier maximum glaciaire. Et les températures froides, eh bien, ça dure un peu. Les périodes glaciaires sont très longues, 100 000 ans. Et la précédente période chaude, c'était il y a 125 000 ans. Voilà. Et là, eh bien, mes collègues grenoblois, donc Claude Dorius et son équipe, donc eux ont été les premiers à être en mesure d'extraire les petites bulles d'air de ces carottes de glace et donc d'analyser la composition de l'atmosphère. Donc c'est la première fois où on a ensemble des variations de température et des variations de composition de l'atmosphère. Et donc c'est la première fois où on voit effectivement ce lien entre composition de l'atmosphère et climat à travers l'effet de serre. À travers l'effet de serre, là, donc voilà, le gaz carbonique et le méthane, vous voyez, il y a moins de gaz carbonique pendant les périodes froides, moins de méthane également que pendant les périodes chaudes. Donc, voilà, donc vous pouvez retenir, par exemple, il y a 200 ans, c'était 280 parties par million, on a augmenté de 50% depuis ce temps-là. Alors, l'effet de serre, c'est quelque chose d'assez simple, cette propriété, voilà, le rayonnement solaire nous arrive, avec plus ou moins de difficultés quand il y a des nuages, mais une fois qu'il est sur le chemin du retour, eh bien, il y a une partie de ce rayonnement solaire qui est absorbée par les gaz à effet de serre. Donc, en fait, le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais nous n'en changeons pas la quantité directement dans l'atmosphère, ce qui n'est pas le cas pour d'autres composés. Et cet effet de serre est vraiment quelque chose qui... C'était la première fois qu'on montrait le lien vraiment entre la composition de l'atmosphère en effet de serre et le climat. Alors, c'était quelque chose quand même qui était connu depuis assez longtemps, depuis Arrhenius, depuis le début, de façon théorique. Voilà, donc on savait que ces composés allaient modifier, modifier la thermodynamique de l'atmosphère. Et en fait, il y a toute une série les premiers modèles climatiques, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, et il y a toute une série de modélisations. Voilà, en particulier, on est dans les années 60-70, et ça se termine par ce qu'on appelle le rapport Charnier 79. Dans les premières simulations, les gens regardaient de façon assez simple que va devenir notre climat si on double la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc ça, c'était envisagé à l'époque pour le deuxième, disons pour 2050 à peu près, avec des conséquences relativement importantes. Et dès dans ce rapport, en fait, tout était dit. Donc, on est en 79, et donc on parle d'un réchauffement climatique qui serait, en moyenne de 3 degrés à l'échelle planétaire, et donc avec des conséquences régionales importantes. Voilà, c'est quand même l'origine. Donc l'alerte est donnée par les modélisateurs du climat. Donc l'alerte n'est pas donnée par ces... Mais disons, effectivement, ça renforce, je dirais, la prise de conscience de ce lien
du rôle de l'effet de serre sur le climat. Donc c'est toute la période effectivement de la création du GIEC. Moi j'y ai participé pendant une vingtaine d'années, jusqu'en 2015. Voilà, et maintenant donc plus récemment en France, Valérie Masson-Delmotte et maintenant Robert Vautard, disons s'impliquent. On est au 7e rapport du GIEC. Voilà, en fait, disons, je vais pas faire trop de paléoclimatologie, mais maintenant on est allé jusqu'à 800 000 ans, donc disons sur un site de Dôme Concordia, donc et là c'est disons ce lien entre climat et effet de serre est vérifié sur les 800 000 dernières années. Quant au Groenland, eh bien j'y suis allé effectivement 4 fois. Donc l'intérêt du Groenland, mais voilà, c'est il y a aussi un lien entre ce qui m'a toujours intéressé, c'est en quoi les données du passé nous apportent des informations pertinentes vis-à-vis de l'évolution future du climat. Là, on comprend bien le lien entre ce qu'on voit dans le passé et ce vers quoi on va. On voit bien. Mais le Groenland nous a apporté une autre dimension, c'est-à-dire la découverte de variations climatiques très rapides. Et en fait, ça nous interroge sur la stabilité de notre climat. Et parce que moi, on m'enseignait que le climat avait été relativement stable. Oui, il variait, mais de façon très lente. Et en fait, dans certains cas, il peut varier de façon très rapide. Voilà, et maintenant, mes jeunes collègues, donc nous, on est allé jusqu'à 800 000 ans. Voilà, mais mes collègues sont, voilà, vous allez voir très rapidement maintenant, cette année, des résultats au-delà du million d'années, probablement 1 500 000 ans. Donc, mes collègues, un nouveau carottage à une quarantaine de kilomètres de ce site. On va au-delà du million d'années, bien au-delà même. Alors, donc effectivement, donc la composition de l'atmosphère, vous voyez, donc on la modifie, ce sont les données récentes, en 2025, on a augmenté de 53% les quantités de gaz carbonique par rapport à ce qu'elles étaient il y a 200 ans. C'est énorme. Donc voilà, plus que doublé pour le méthane, la vapeur d'eau augmentée de 25%. Ce sont les 3 principaux gaz à effet de serre dont on modifie les quantités dans l'atmosphère par nos activités. C'est très bien documenté comment on le fait, je ne vais pas trop m'étendre. Alors, mais le premier gaz à effet de serre est bien la vapeur d'eau, mais on ne modifie pas directement les quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère par nos activités. Ceci étant, indirectement on le fait, puisque le réchauffement climatique, un des résultats, eh bien, c'est que l'océan se réchauffe, il y a plus d'évaporation, et donc il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère qu'il y a 40 ou 50 ans. Donc ça amplifie le réchauffement climatique. Mais le point de départ, on en tient compte évidemment de la vapeur d'eau, mais par exemple, l'irrigation ne va pas modifier aussi, très localement les quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Voilà, donc tout cela est bien documenté. Donc on pourra, voilà, aussi bien pour le gaz carbonique, peut-être redire quand même de façon importante que, on va donner quelques chiffres quand même. Donc pour 2025 à peu près, donc on a émis, donc le gaz carbonique est le premier contributeur sur lequel nos activités jouent. On a émis 37 milliards de tonnes de gaz carbonique à travers l'utilisation de combustibles fossiles. On en ajoute 5 à 6 milliards pour la déforestation et 1 à 2 milliards pour la fabrication du ciment. On arrive à 45 milliards de tonnes de gaz carbonique. Pour les autres composés, on parle en équivalent carbone parce qu'il n'y a pas les mêmes propriétés optiques. Et en gros, on ajoute entre une douzaine de milliards d'équivalent CO2. On arrive à peu près à 55 milliards d'équivalent CO2 qu'on émet. Depuis le début, moi, je regarde les chiffres en 70, on était à 27 milliards d'équivalent CO2. On a plus que doublé. Donc, alors qu'on sait depuis le début, c'est évident que si on veut stabiliser le climat, il faut que l'effet de serre arrête d'augmenter. On va parler de neutralité carbone. On sait depuis le début qu'il faudrait diminuer ces émissions. Et elles n'ont pas arrêté d'augmenter. Voilà, sauf de 6% l'année du Covid. Voilà, donc, et quel est le résultat clair? En gros, de façon très simple, par nos activités, on a augmenté le chauffage d'à peu près 1%. Alors, il y a ceux qui diront 1%, c'est pas beaucoup, hein, d'accord? Donc, et c'est justement quand même ce 1% qui est à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui. Disons, on augmente le chauffage, et de façon, même si la machine est compliquée, la réaction normale quand vous augmentez le chauffage, c'est que la température augmente. C'est presque aussi simple que ça. Voilà, et elle augmente. Donc, voilà, donc là c'est depuis les années 50. On peut prendre, voilà, donc vous voyez bien. Alors il y a, voilà, disons
l'augmentation, quand on regarde le dernier rapport du GIEC, qui regardait jusqu'en 2020 ou 2019, eh bien, on parlait d'un réchauffement climatique d'un peu plus de 1 degré, d'1,1 degré. Mais il y a eu 3 années, les 3 dernières années étaient assez exceptionnelles. Vous voyez, on atteint pratiquement, en moyenne d'ailleurs, ces 3 dernières années, 2023, enfin le record c'est 2023, voilà, en France c'est 2022, hein, c'est un peu différent. 2025 est la 3e année la plus chaude, après, non, 2024 est l'année la plus chaude, 2025 et 2023 2025, enfin, voilà, 2023 est la 2e et 2025 la 3e. Donc, c'est un peu différent pour la France. L'année dernière, elle est la 4e année la plus chaude. Une des raisons, alors c'est, disons, 90% de ce réchauffement est attribué à nos activités. Il y a à peu près 10% de ce réchauffement qui est attribué à quelque chose qui arrive, le phénomène El Niño, qui est quelque chose de tout à fait naturel, c'est-à-dire que de façon tout à fait naturelle, avec une périodicité assez large de 3 à 7 ans, eh bien, il y a une série, il y a une période où l'océan, une large partie de l'océan Pacifique est plus chaude que sa valeur moyenne, et ça a une influence sur la température planétaire. Donc là, on est dans une année El Niño, donc c'était le cas aussi en 98. Voilà. Donc ces 3 années sont plus chaudes. Alors, voilà, il y a un débat. Est-ce que ça va se poursuivre à ce rythme-là, ou bien, moi je pense que ça va plutôt, disons, se tasser, parce qu'on rentre dans des années un peu différentes. Il n'y a pas de raison que ça continue à ce rythme-là. Voilà, on est plutôt sur 2 à 3 dixièmes de degré par décennie, mais là, il ne serait pas étonnant, par exemple, que le record de 2024 ne soit pas battu avant 2030. Il ne faudrait pas dire, surtout, que le réchauffement climatique s'est arrêté. Ce serait tout à fait normal. On a cette période, par exemple, les années 2000, ça c'est, disons, après le El Niño de 98, effectivement, le record de 98 n'a été battu qu'en 2010. Donc, ça ne voulait pas dire, enfin, certains climato-sceptiques en ont tiré la conclusion que le réchauffement climatique était arrêté, mais c'est évidemment pas le cas. Donc, on verra bien. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que, voilà, donc on a, ça c'est la température moyenne à l'échelle planétaire. C'est peut-être pas ce qui est le plus important dans notre vie de tous les jours. On voit bien que dans notre vie de tous les jours, ce sont les événements extrêmes qui sont les plus, disons, auxquels on est plus sensible. Chacun d'entre nous. Voilà, par exemple, donc ça c'est, voilà, vous reconnaissez notre planète. Donc toutes les régions, donc ça seront les canicules, hein, les vagues de chaleur. Toutes les régions coloriées, elles le sont pratiquement toutes. Hein. Donc c'est des régions où les canicules deviennent plus intenses, plus fréquentes. Voilà, et quand il y a 3 étoiles, c'est le cas de l'Europe de l'Ouest, du pourtour méditerranéen, eh bien ça veut dire que de façon quasi certaine, cette modification des événements extrêmes, du rythme des canicules, est liée à nos activités, est attribuée à nos activités. C'est le cas, c'est très clair. Voilà, donc on l'attribue, voilà. Donc c'est clairement attribué à nos activités. L'élévation du niveau de la mer, donc en gros, l'océan se réchauffe, alors moins rapidement que les continents. Les continents se réchauffent beaucoup plus vite. En France, on est plutôt à 2 degrés de réchauffement. Hein, quand vous regardez, même il y a un peu plus de 2 degrés. Donc ça provoque ce qu'on appelle une dilatation, une expansion thermique de l'océan. Et il y a ces calottes polaires, donc, qui depuis les années 90 contribuent à l'élévation du niveau de la mer. Alors, en fait, ce qui est important, c'est que voilà, c'est vrai pour les événements extrêmes, c'est vrai pour la température moyenne, et c'est vrai aussi, cette élévation du niveau de la mer s'accélère. Il y a 30 ans, elle était de 2 mm par an, elle est de 5 mm par an actuellement. Mais ce n'est pas d'une surprise, c'est ce qui était anticipé, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Vraiment, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment ce que nous anticipons depuis une 50aine d'années. Voilà, donc il ne faut pas être surpris. Et donc c'est vrai aussi en France, hein, là aussi quelques chiffres. Voilà, les feux de forêt multipliés. Enfin voilà, donc il y a aussi un résultat clair, c'est que la conjonction, disons, période caniculaire et sécheresse, canicule et sécheresse est très favorable à l'expansion des feux de forêt. Donc on est dans ce contexte de plus en plus souvent, et les feux de forêt sont multipliés. Les températures, vous voyez, je donne ici
un peu plus de 2 degrés. Les vagues de chaleur se multipliaient par 6. Voilà la fonte des glaciers, les sécheresses, une augmentation de 50%. Et donc les pluies extrêmes, hein, on parlait tout à l'heure de l'écoulement de l'eau à Fontainebleau. Ça s'écoule pas. Bon, il va falloir, ça va, disons, c'est très clairement, c'est vraiment ce qu'on anticipe. Hein, donc, ce qui se passe, ces pluies intenses risquent de s'intensifier encore. J'y reviendrai. Bon, un point important, donc, disons je crois que ce que j'essaie de dire, c'est que vraiment ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment pour nous ce qu'on anticipe quand on regarde les modèles depuis 50 ans. Et voilà, j'ai vécu ça de l'intérieur. Voilà, et ça doit nous inciter, disons, à faire confiance à cette communauté et à regarder ce que cette communauté anticipe au cours des prochaines décennies. Alors, il n'y a pas de surprise, hein, plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus le climat va se réchauffer. Alors, quand même avec un petit bémol. Alors, donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait? Que font donc les modélisateurs du climat? Eh bien, en gros, ils font des scénarios, des hypothèses sur la façon dont l'effet de serre va augmenter. Hein, donc, il y a, vous voyez, 5 scénarios, d'un scénario émetteur à un scénario très peu émetteur. Et dans le scénario émetteur, eh bien, vous allez avec des réchauffements de l'ordre de 5 degrés. J'y reviendrai, nous sommes pour le moment plutôt sur le scénario qui nous emmène, disons, intermédiaire, qui nous emmènerait vers 3 degrés. Mais un bémol important, c'est que quand vous regardez, eh bien, au cours des 15 prochaines années, ce qu'on va émettre au cours des 15 prochaines années ne va pratiquement pas jouer sur ce que nous connaîtrons, alors moi je serai peut-être plus là, mais disons, ce qu'on connaîtra globalement en 2040. C'est important. Bien sûr, après, disons, vous voyez, disons, les scénarios se séparent très nettement à la fin du siècle. Mais au départ, ce qu'on va émettre sur les 15 prochaines années, et par contre, ce qu'on va émettre au cours des 15 prochaines années, joue un rôle très important, décide très largement du climat de la deuxième partie de ce siècle. C'est ça qui est important. Donc, voilà, donc c'est ce décalage et que peu de gens comprennent et disons, appréhendent réellement. Les politiques disent on verra toujours. Non, on verra plus tard. Non, justement, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est pour ça qu'il y a urgence. C'est parce que ce qu'on va émettre au cours des 15 prochaines années va décider largement du climat de la deuxième partie de ce siècle. Donc, les conséquences, voilà, donc on en parle beaucoup. Je vais pas être trop long. J'aurais bien laissé pas mal de temps quand même pour la discussion. Bon, j'aime bien le 5e rapport du GIEC qui présente de façon, disons, assez simplifiée. En gros, il y a dans ce cas-là, c'est classé en 5 catégories, vous voyez là, et avec un degré de risque indétectable à très élevé. Et bon, il n'y a pas de surprise. Quand vous allez quand vous prenez le scénario émetteur, disons en rouge, eh bien, quel que soit le type les conséquences vers lesquelles vous vous tournez, eh bien, les conséquences sont élevées ou très élevées. Hein. Voilà, donc de quoi s'agit-il? Bon, voilà, on peut parler acidification de l'océan. Alors ça, c'est quelque chose d'important, mais d'indépendant de l'effet de serre. On met 45 milliards de tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère l'an dernier. Il y en aura à peu près 10 milliards d'absorbés par la végétation, malgré la déforestation. Et un peu plus, en gros, on arrive, il y a à peu près, disons, un peu plus de la moitié du gaz carbonique, de l'ordre de 55%, qui est absorbé par l'océan ou par la végétation. Donc c'est bien pour nous, mais c'est au départ. Alors pour la végétation, c'est pas mal non plus, ça, vraiment c'est la vie, c'est clair, mais pour l'océan, ça pose problème. C'est-à-dire que c'est un acide faible, et ça acidifie l'océan. L'océan est déjà 30% plus acide qu'il n'était au début du XXe siècle. Et dans un scénario, disons, vers lequel on va, disons, son acidité aura doublé à la fin du siècle par rapport à celle du début du XXe siècle. Alors, bon, les jeunes d'aujourd'hui pourront toujours aller se baigner, c'est un acide très faible, mais tout ce qui se forme de calcaire, de calcite, c'est-à-dire en fait la vie océanique, sera complètement, disons, et vraiment influencé. Donc, par exemple, les coquilles d'huîtres se forment déjà, on le voit déjà, hein, dans certains cas, dans certaines études, tout ce qui forme. Et bien sûr, les récifs coralliens aussi, qui sont déjà mis à mal à cause du réchauffement lui-même. Donc, voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même assez important, ce problème même s'il est indépendant de l'effet de serre, il est quand même lié à, disons, à nos émissions de gaz carbonique. Voilà, donc,
des extrêmes climatiques, j'y reviendrai, des phénomènes irréversibles, bon, là aussi, niveau de la mer, le dégel du permafrost. Bon, en gros, donc la nature qui nous entoure est aussi extrêmement vulnérable par rapport au réchauffement climatique. Bon, biodiversité, les écosystèmes, bon, la santé au sens large, parce que c'est aussi la santé, voilà, on voit bien que les forêts souffrent aussi, hein, disons, à cause des sécheresses, la pollution également, et puis bien sûr, du côté plus peut-être des populations, eh bien, on va parler de migration, avec voilà, de ressources en eau, d'insécurité alimentaire, d'insécurité au sens vraiment insécuritaire du terme. On commence à parler disons, de guerre de l'eau. Voilà, mais disons, bien sûr, on peut parler pendant des heures des conséquences du réchauffement climatique, mais ce qui est important, c'est que, donc on peut les prendre une par une, mais si on les prend collectivement, la première conséquence du réchauffement climatique, c'est l'accroissement des inégalités. C'est très important, c'est bien ça. Alors évidemment, on parle toujours d'inégalité nord-sud. C'est un peu faux. C'est pas. Donc moi, je me suis intéressé, enfin, j'ai été au Conseil économique et social, je me suis intéressé à ce qu'on appelle la justice climatique. C'est en fait plutôt l'injustice climatique. Il est clair que, disons, les populations les plus modestes sont moins à même de faire face aux conséquences du réchauffement climatique que, disons, les populations les plus aisées. Donc ça, c'est vraiment très clair et c'est pour moi une des premières conséquences du réchauffement climatique. Disons, on ne peut pas, bon, voilà, on va parler d'économie, on peut parler de la nature, mais on peut pas. C'est vraiment ce qui est ce risque. Alors, dans un monde où il y a déjà beaucoup d'inégalités, ça pose vraiment question. Donc, voilà, bon, là, donc si on parle, je vous ai montré donc bon, alors, qu'est-ce qui se passe en termes d'extrême climatique? Eh bien, plus le réchauffement est important, plus ces extrêmes vont devenir fréquents ou intenses. Voilà, donc même à plus de 2 degrés, par exemple, les vagues de chaleur elles seront multipliées pratiquement par 6 avec mais ça on le sent bien. C'est-à-dire les records de chaleur augmentent plus rapidement que la température moyenne. D'ailleurs, ça se comprend bien. Voilà, et ça on le ressent. Donc il y a cet excès de réchauffement. Moi, dans ma jeunesse, à Rennes, bon, je suis breton, on parlait jamais de température de 40 degrés. On y est. Donc on n'en parlait jamais. Donc même 35 degrés, c'était quelque chose qu'on évoquait à peine, franchement. Donc voilà, donc les risques de feux de forêt, les sécheresses les plus intenses, les pluies torrentielles, vous voyez. Donc et évidemment, si on va à plus 4 degrés, c'est encore beaucoup plus net, disons. Ça, parce que pourquoi effectivement, si vous allez voir les assureurs, ce sont ces extrêmes climatiques qui sont au cœur de leurs problèmes. 10 milliards en 2022 quand même, disons au niveau français, de conséquences du réchauffement climatique. Voilà, donc là aussi, donc ça c'était plus au niveau mondial. Donc voilà, un monde à plus 3 degrés, c'est une France à plus 4 degrés, peut-être même un peu plus. Donc c'est ce vers quoi on va, avec des conséquences voilà, sur 9 écoles sur 10 exposées à un risque très fort d'ici 2100. Donc les gens commencent à se poser des questions sur la viabilité de faire des examens dans des locaux souvent pas adaptés au mois de juin, par exemple. Donc voilà, je vais pas être trop long, mais voilà, les vagues de chaleur plus nombreuses, plus longues, ça c'est pour la France, plus précoce, plus tardive. Bon, tout cela, c'est à peu près une évidence. Une ressource en eau qui diminue. Le problème, c'est que pratiquement, si vous regardez le débit d'été des fleuves en 2050, il aura diminué de 30 à 40% dans nos régions, mais plus de 50% au sud, disons dans la partie sud de la France, parce que il suffit pas que les précipitations restent constantes pour que la disponibilité, l'accessibilité à l'eau reste, disons, au même niveau. Tout simplement parce que l'augmentation de température s'accompagne d'une évapotranspiration et d'une transpiration plus importante. Donc, il y a des simulations qui sont faites, le débit des rivières, c'est vraiment l'été, c'est vraiment un facteur 2 par rapport au débit actuel. Donc, en moyenne, dans toutes les rivières du Sud, 30% pour la Seine ou 30 à 40%. Donc voilà, l'enneigement, voilà, évidemment, les massifs montagneux, le réchauffement est encore un peu amplifié avec des conséquences sur l'enneigement, sur les glaciers. Voilà, mais aussi sur
fragilité de certaines parois. C'est aussi un vrai problème. Voilà, si vous discutez avec des guides à Chamonix, c'est leur problème actuellement. On ne peut plus faire d'alpinisme comme on faisait il y a 30 ou 40 ans. Disons, il y a une fragilité des parois qui interroge et qui demande, voilà, élévation du niveau de la mer. Donc là, quand je parle de la température, il y a un certain délai. Disons, voilà, ce qu'on met aujourd'hui va avoir de l'influence sur 10, 20, 30, 40 ans. Pour l'élévation du niveau de la mer, c'est beaucoup plus important. Cette inertie, elle est plus importante. Et en fait, personne n'arrêtera l'élévation du niveau de la mer. Donc, à la fin du siècle, voilà, ça va de 1 mètre. Donc, je rappelle, on est plutôt à 20 cm actuellement. Ça pourrait aller jusqu'à 1 mètre. Alors, même dans le cas à 50 cm, dans le cas, même si on limitait le réchauffement climatique, j'y reviendrai à 1,5 degré, ce serait quand même pas loin de 50 cm. Et surtout, c'est dans le long terme. Ce qu'on est en train de mettre en route, ce sont des élévations du niveau de la mer de quelques mètres au cours du prochain siècle et des suivants, et qui pourraient, si on continuait le réchauffement climatique, vous voyez, arriver à, même avec 2 degrés sur des périodes, sur le millénaire, ce sera entre 2 et 6 mètres. Par exemple, le Groenland, risque de fondre complètement, ce sont 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Alors, pas à l'échelle séculaire, plutôt à l'échelle millénaire, mais c'est vraiment ce qu'on est en train de mettre en route. C'est ça qui est important. Voilà, donc cette élévation du niveau de la mer, il y a des conséquences. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, finalement, le GIEC se met en place en 88, premier rapport du GIEC en 90, et la conférence, la conférence, le sommet de la Terre de Rio, 92, avec la mise sur pied. Donc il y a une vraie prise de conscience, grâce au premier rapport du GIEC, il y a une vraie prise de conscience au sommet de la Terre de Rio, donc avec comme objectif, au sommet de la Terre de Rio, de prendre les mesures. Alors il y a 3 conventions, il y a la convention climat, convention biodiversité, qui est aussi importante. On rappelait tout à l'heure que l'UICN a été créé à Fontainebleau, voilà, mais aussi il y a la convention désertification qui marche pas très bien. Voilà, donc la première qui se met en route, c'est vraiment la convention climat, avec un objectif simple, voilà, donc stabiliser l'effet de serre de façon à ce qu'il n'y ait pas de conséquences dangereuses. Alors, il n'y a pas d'objectif chiffré, mais dès au départ, on comprend que si on veut stabiliser l'effet de serre, il faut diminuer les émissions de gaz carbonique, parce qu'on en émet plus que l'océan et l'atmosphère ne sont capables d'en absorber. Donc cette idée est déjà inscrite. Alors, la première conférence climat, c'est en 95 à Berlin. Dès la 3e conférence climat, c'est le protocole de Kyoto, qui en fait acte, qui prend acte de cette nécessité de diminuer les émissions. Parce que, dans le protocole de Kyoto, les pays développés sont invités, parce que c'est pas contraignant, sont invités à diminuer leurs émissions de 5 à 7% sur la période 2008-2012. Alors il y a 3 accords. Donc moi j'ai fait une vingtaine de, voilà, j'ai fait toutes les COP depuis 2001, sauf celle celle de l'Azerbaïdjan, là, oui. Donc, mais avec la délégation française, donc voilà, c'est assez passionnant, sauf celle de Bélène ne l'était pas vraiment. Mais alors, le deuxième accord, c'est Copenhague, c'est aussi un échec. Alors à Copenhague, l'objectif, c'était d'avoir des mesures ambitieuses sur la période 2013-2020. En fait, l'Europe avait pris un engagement des 3 fois 20, pour ceux qui s'en souviennent, et l'Europe a tenu ses engagements. Donc, il y a vraiment eu une diminution importante, enfin, en tout cas, sur les diminutions des émissions de gaz à effet de serre. Bien l'accord de Paris avec donc on est en 2015, avec 2 différences très importantes. À Copenhague, disons à Kyoto, à Copenhague, enfin toutes les COP, en gros les Nations Unies, donc la Convention climat qui dépend des Nations Unies, essayent de fixer des objectifs pour les pays développés. Ça marche pas. Donc voilà. Et là, disons là, à Paris, avant, à partir de 2012, prend complètement le contre-pied. Donc, prend le contre-pied et voilà, plutôt que de fixer des objectifs, on va demander aux pays ce qu'ils accepteraient de faire pour lutter contre le réchauffement climatique ou s'y adapter. Ce sont les engagements de l'accord de Paris. Donc, vous voyez, voilà. Ensuite, il y a aussi un deuxième
changement majeur, on a quand même commencé à comprendre ce que seraient les conséquences dangereuses du réchauffement climatique. Et donc à Paris, alors ça devait été discuté à Copenhague, mais à Paris, on rentre avec des objectifs chiffrés. C'est ça qui est très important. Disons Kyoto, et il n'y avait pas d'objectif chiffré, simplement stabilisé. Et évidemment, ça change la donne. Alors ces objectifs chiffrés, c'est, bon, en gros, tout serait parfait si on limitait à 1,5 degré. Alors ça, c'est par rapport au point industriel. On réussirait quand même à s'adapter à 2 degrés, et plus on s'en éloigne, c'est ce qu'on dit, à 1/10 de degré ça compte, plus ça sera difficile et à un certain point impossible, dans certains cas, de s'y adapter. C'est très clair quand même. Donc l'objectif le problème, c'est que d'un côté, vous demandez des engagements, il y a des engagements qui sont libres, de l'autre côté, il y a des objectifs auxquels j'adhère, moi, donc c'est des objectifs ambitieux, c'est très bien. Il n'y a aucune raison que les objectifs, que les engagements soient en phase avec les objectifs, parce que c'est fait, disons, de façon indépendante. C'est le cas. En fait, avec les engagements, on savait dès l'accord de Paris qu'on allait vers des réchauffements de 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. Donc, et c'est inscrit dans l'accord de Paris. On dit dans l'accord de Paris qu'en 2030, il y aura 45% d'émissions en trop par rapport à ce qu'il faudrait pour rester sur une trajectoire de 1,5. Voilà, donc depuis, voilà, la COP de Dubaï, c'est la première qui a parlé des combustibles fossiles. Voilà, à Belém, bon, il y a eu de nouveaux engagements, mais vraiment très timides. C'est vrai que le désengagement des États-Unis, disons, fait mal, soyons clairs. Donc, voilà, et moi je crains qu'on soit toujours sur une trajectoire plutôt 3 degrés, et peut-être même un peu plus si, effectivement, l'OPEP et les États-Unis recommencent à utiliser massivement le charbon, le gaz et le pétrole, et à promettre. Voilà, donc par rapport au titre, qu'est-ce qu'on fait donc face à quelle réponse apporter? Donc il y a différents types de réponses. Pour moi, la première réponse apportée, c'est regarder l'objectif neutralité carbone, diminuer les émissions. Il est tout à fait, je veux dire, il est pour moi impératif de diminuer les émissions. Il faut absolument atteindre la neutralité carbone, et le plus tôt sera le mieux. Bon, on comprend bien que plus vous êtes ambitieux en termes d'objectifs, plus il faut atteindre la neutralité carbone rapidement. Si vous regardez, l'accord de Paris mettait l'accent sur un réchauffement climatique limité à 2 degrés. Et disons, effectivement, on associait cela à une neutralité carbone dans la deuxième partie de ce siècle, 2070-2080. Et puis, il y a eu un rapport sur ce que serait notre climat à 1,5 degré, et en gros, ça serait beaucoup plus facile de s'y adapter. Donc 1/10 de degré, ça compte. Mais dans ce cas-là, il faudrait la neutralité carbone à horizon 2050. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, des pays comme la France est inscrit dans la loi. Donc, voilà, c'est la neutralité carbone à horizon 2050 est inscrite dans beaucoup de pays. Même aux États-Unis, elle l'était, moins maintenant depuis que Donald Trump est là, mais voilà, l'Europe s'est inscrite dans la loi avec des objectifs intermédiaires très ambitieux, moins 55% en 2030. Donc tout cela, c'est très bien, mais malheureusement, on prend du retard, y compris, j'y reviendrai, dans notre pays. Voilà, donc l'atténuation est quelque chose d'important. On verra. L'adaptation, elle est indispensable. Elle est indispensable. Le réchauffement climatique est inéluctable. Moi, j'ai longtemps hésité à parler d'adaptation, parce que je me disais, si on parle d'adaptation, on va oublier l'atténuation. En fait, on est au pied du mur, on ne peut pas éviter l'adaptation. Alors, on a un plan d'adaptation, on en est au 3e. Voilà, donc c'est important de s'adapter. Voilà, c'est essentiel pour... c'est beaucoup... l'adaptation, c'est très local. C'est les collectivités locales ont un rôle important. Voilà, donc ça dépend. Alors, il y a malheureusement une 3e méthode qui commence à pointer le technosolutionnisme, en tout cas la géo-ingénierie. C'est quelque chose dont je parlerai rapidement parce que, en fait, il y a 2 types de géo-ingénierie. Donc, on peut, enlever du CO2 de l'atmosphère. C'est plutôt assez intelligent, mais bon, voilà, ce qui serait bien, c'est bien de nous d'émettre du CO2, mais demander à nos enfants et petits-enfants de l'enlever de l'atmosphère, c'est quand même un peu égoïste. Donc, soyons clairs. Donc, ça pose quand même des questions. Voilà, ça sera indispensable.
de toute façon, parce qu'il y aura toujours si on veut atteindre véritablement neutralité carbone, il y aura toujours de l'utilisation de combustibles fossiles qui devront être compensés par du piégeage de gaz carbonique. Et ensuite, il y a quelque chose qu'il faudrait tout faire pour éviter, mais c'est pas sûr qu'on l'évitera, c'est la manipulation du climat, donc la modification du rayonnement solaire. Voilà, donc j'en parle parce qu'on en parle très peu de la géo-ingénierie. On a fait un rapport à l'Académie des sciences très récemment, j'en dirai quelques mots. Voilà, mais c'est vraiment le monde vers lequel on va. Donc c'est le monde que nos jeunes risquent de connaître. On parle de plus en plus de la géo-ingénierie dans les COP. Voilà, voilà la France. Bon, c'est bien de bien connaître comment on émet du gaz carbonique. Vous voyez, le transport, l'agriculture, donc l'industrie, le résidentiel tertiaire, l'énergie et les déchets. C'est bien d'accuser les autres, mais se nourrir, se loger, se déplacer, notre vie de tous les jours, c'est les 2/3 des émissions. Donc il faut aussi, donc chacun en est concerné, soyons clairs. Voilà, donc c'est très bien documenté tout cela, par pays, par secteur d'activité. Voilà, vous pouvez aller voir ces chiffres, tout ça est public. Voilà, donc comment on fait alors, bon, voilà. Dans les approches d'atténuation, il y a quelque chose moi j'y ai participé donc à la Convention citoyenne pour le climat. On a réuni 150 citoyens et finalement en leur demandant de faire des propositions, ce qu'ils ont fait. Et on a organisé effectivement cette COP largement autour de la vie de tous les jours, se déplacer, se loger, se nourrir. Et je vous invite à aller regarder les propositions, elles sont vraiment très riches, voilà, dans tous ces domaines. Et ça montre de façon très claire que lorsqu'on prend le temps d'interagir avec un groupe, d'expliquer quel est le problème, de répondre aux questions, eh bien, effectivement, de l'autre côté, eh bien, les propositions sont ambitieuses. Alors, disons, en France, on a donc cette approche des citoyens. On a une approche gouvernementale qui est extrêmement intelligente, qui est la planification écologique. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire revenir à la planification. Donc cette planification, elle est donc voilà, on s'est promis de faire 55% par rapport à 90 en 2030 et voilà, donc en fait il y a une planification écologique. Voilà, on ne demande pas dans cette planification, on ne demande pas forcément à chaque secteur d'avoir des réductions aussi importantes. Par exemple, on demande l'agriculture, c'est moins 16%, voilà, donc ça c'est entre 2023, je pense, et 2030. Voilà, on attend beaucoup effectivement de logements urbanisme, pas mal de l'industrie, pas mal de la mobilité. Voilà. Ce qui est important, c'est que globalement, si vous voulez atteindre notre objectif, il faut diminuer nos émissions de 5% par an. On a réussi à le faire entre 2023 et 2022. Voilà, donc c'était de 5%, et puis on est pratiquement, alors les chiffres entre 2025 et 2024, les chiffres 2025 sont un peu meilleurs qu'on craignait à un moment, donc on est plutôt autour de 2%. Donc c'est clair qu'on ne sera pas au niveau des ambitions qu'on affiche, qu'on inscrit dans la loi en France. Et c'est malheureusement clair dans beaucoup de pays. Alors que, bon, je pense qu'il y va aussi du dynamisme économique du pays. Pour moi, c'est très clair. Donc, voilà, et peut-être, disons, je pense vraiment que si les propositions de citoyens avaient été prises au sérieux, ce qui n'a pas été le cas, en tout cas dans la loi, il y a à peu près que 20% des mesures qui ont été intégrées d'une façon ou d'une autre dans la loi, eh bien, effectivement, on serait beaucoup plus près des objectifs affichés. Voilà, donc effectivement, il y a aussi des politiques assez erratiques dans le terme, par exemple, si on regarde la prime rénov', et ce que demandent beaucoup d'entreprises, c'est vraiment la continuité dans les objectifs. Or, on est incapable de faire ça au niveau français, au niveau européen aussi. On voit bien, par exemple, la fin du moteur thermique, on ne sait pas s'y prendre. Voilà, donc, dont on discute en 2035, et puis après, il y a des passe-droits qui font que rien ne se fait vraiment. Disons, et on prend beaucoup de retard. Voilà. Alors, un point que les citoyens n'avaient pas discuté, parce que c'était juste après le mouvement des Gilets jaunes, un gros pour sortir de ce mouvement des Gilets jaunes. Donc, on a évité de parler. L'énergie est importante, évidemment. Disons que la production énergétique elle-même, c'est voilà. Donc, voilà,
ce qu'on peut retenir de ce rapport RTE, voilà, atteindre la neutralité carbone est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables. Et là, c'est très clair. Hein, donc, voilà. Donc, il faut absolument que les énergies renouvelables continuent à se développer. Et là aussi, on est parti sur une mauvaise pente actuellement. Hein, donc, voilà, il y a plutôt, disons, on perd en dynamisme en termes de renouvelables actuellement. Mais ça serait plus facile si on avait effectivement, disons, de nouveaux réacteurs nucléaires. C'est ce qui a été adopté. Enfin, pour le moment, ce vers quoi on s'oriente, c'est effectivement vers 6 nouveaux EPR2 et voilà, disons avec aussi avec du renouvelable, mais je crains que ce ne soit pas suffisant. Voilà, donc, mais c'est clair que, disons, l'aspect énergie est essentiel dans le pays et je pense, voilà, là. Bon, sur le PNAC, on pourra parler des mesures d'adaptation. Elles sont très bien expliquées dans ce PNAC, dans tous les domaines. Hein. J'ai pris que la première page, vous voyez, c'est vraiment cette idée qu'il faut... Chacun d'entre nous, chaque collectivité doit se poser les questions d'adaptation. Hein, c'est très clair. Voilà, c'est l'adaptation des populations, ça peut être les cours d'école. Il y a plein de choses à faire dans le domaine de l'adaptation. Et je vous invite là aussi à regarder ce rapport « Préparer une France à plus 4 degrés ». Certains pensent que ce ne sera pas facile, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, sinon impossible. La géo-ingénierie, je vais en terminer là. Donc, voilà, donc il y a ces deux méthodes, donc élimination et stockage du carbone à long terme. Donc, en fait, voilà, donc les méthodes sont relativement, bon, c'est la biomasse terrestre, hein, bon voilà, on va reforester, hein, c'est une forme de géo-ingénierie qui est intéressante, hein, donc tout n'est pas négatif. Disons, le stockage du carbone dans l'océan, ça pose des problèmes. Hein. Donc voilà, mettre du fer dans l'océan, voilà, ça pose aussi beaucoup de problèmes, c'est probablement pas à développer. Voilà, ça, je me suis appuyé sur notre rapport de l'Académie des sciences hein, qu'on a publié il y a quelques semaines. Voilà, on peut aussi jouer parce que le gaz carbonique est absorbé par certaines roches. On peut accélérer cela et jouer un peu sur cette, disons, l'alcanisation de l'océan ou des roches en fait. Hein. Donc, il y a des choses à faire. Et puis, ce qui est peut-être pas le plus facile parce qu'il faut de l'énergie, c'est disons, à la sortie d'une centrale à charbon, à pétrole ou à gaz d'ailleurs, ou à fuel et à gaz. Piéger le gaz carbonique et il faut aller le stocker quelque part. On peut aussi réutiliser, mais ça sera toujours qu'une petite partie, la réutilisation. Donc voilà, ça, je veux dire clairement, j'ai dit rapidement, bon, il faudra le faire. Hein, donc c'est clair, si on veut atteindre vraiment neutralité carbone, donc il faut aussi préparer ça. Mais il y a un certain égoïsme à dire, c'est nos enfants, petits-enfants qui enlèveront le CO2 de l'atmosphère qu'on y met actuellement. Hein, il faut absolument donner la priorité à la diminution des émissions, c'est très clair. Ensuite, il y a alors la modification du rayonnement solaire, dont il y a différentes façons, mais ce qui est le plus souvent évoqué et ce qui est très problématique, c'est donc à chaque grand volcan, hein, donc voilà, il y a une diminution de la température de quelques dizaines de degrés, ça dure quelques années. Tout simplement parce qu'il y a une partie du rayonnement solaire c'est bien documenté, une partie du rayonnement solaire qui est absorbée. Et l'idée de certains, c'est effectivement d'envoyer les aérosols soufrés, disons tous les volcanologues, à une dizaine de kilomètres d'altitude, et effectivement effectivement d'espérer diminuer la température moyenne planétaire. Alors il y a un double problème. Le premier, c'est qu'il y a des effets bien sûr des effets secondaires hein, sur les précipitations, sur le cycle de l'ozone. Alors, même si ces effets secondaires, alors on peut imaginer que ces effets secondaires soient maîtrisables, ou en tout cas qu'on puisse les accepter, le véritable problème, c'est celui du choc terminal. Parce que l'idée des promoteurs de ces méthodes, c'est effectivement de continuer à émettre du gaz carbonique et de contrecarrer. Donc, il faut injecter de plus en plus d'abord, il ne reste pas longtemps dans l'atmosphère, il faut injecter de plus en plus d'aérosols. Et disons, même si tout marche bien pendant 30 ans, je veux dire, allez, 25 ans jusqu'en 2050, le degré, enfin, il y aura pour au moins un demi-degré supplémentaire à l'époque, qui aura été évité. Eh bien, il suffit pour une raison quelconque de gouvernance, de guerre, on soit obligé d'arrêter. Eh bien, ce demi-degré, on le prendra en 2 ou 3 ans.
Donc c'est ce problème de choc terminal, c'est vraiment une épée de Damoclès mise sur la tête de nos jeunes, là, parce que c'est vraiment... Et malheureusement, on voit bien que ça devient un terrain de jeu pour les GAFAM, et c'est ça qui est assez terrible, hein, parce que c'est maintenant, ça, disons, les expériences se font actuellement. Donc voilà, il y a tous ces problèmes de gouvernance, d'éthique qui sont derrière ces aspects. Donc voilà, moi, disons comme voilà la géo-ingénierie, notre idée c'est que c'est vraiment à proscrire cette modification du rayonnement solaire. C'est pas sûr que ça ne vienne pas à l'ordre du jour, hein, très rapidement, on en parle de plus en plus. L'élimination et stockage du carbone, c'est à limiter, et bien sûr, l'atténuation, c'est la priorité absolue, et l'adaptation, elle est vraiment indispensable avec, je l'ai souligné, un rôle clé des collectivités, parce que si vous êtes disons à bord de mer et si vous êtes dans une station des Alpes, l'adaptation ne se pousse pas de la même façon, c'est très clair. Voilà, je pense que j'en termine là. Bon, j'ai tenu, hein? Ouais, c'est bien.